Imaginez-vous au cœur d'un tribunal de justice fédérale, où la tension est palpable et où la frontière entre justice et vengeance s'efface. Dans un scénario choquant, Frank de Leon Jr., un jeune homme de 19 ans. Il est accusé d'avoir tiré fatalement 22 balles sur la fille de Diamond, âgée de seulement 16 ans, le 11 janvier 2023. Alors qu'il attend la sentence finale, le tribunal devient le théâtre d'un rebondissement dramatique que personne n'aurait pu prévoir. Plongé dans cette affaire sombre et troublante, où la quête de justice déclenche une série d'événements surprenants, révélant l'impact réel d'un crime oublié pendant des décennies. C'est un récit où les cris de douleur et de désespoir résonnent, et où la vérité finit par éclater. Préparez-vous à une histoire vraie de violence, de justice et de rédemption qui captivera votre attention jusqu'à la dernière minute. À Pakota, dans l'Indiana, un bébé de seulement 3 mois a perdu la vie aux mains de son propre père, Quinn Boyce. Il a été arrêté après la mort de son fils, Parker. Le petit Parker a souffert d'un traumatisme crânien. La mère a affirmé que le bébé était tombé de son berceau et s'était cogné la tête, mais la vérité était effroyablement différente. Les autorités ont rejeté la version de la chute et ont déclaré que la véritable cause du décès était un traumatisme crânien causé par un impact violent, compatible avec un homicide. Quel genre de père ferait cela à son propre enfant de 3 mois à peine? Un homme qui mérite d'être jugé par un tribunal. La mère a été condamnée à 20 ans de prison pour ce crime et a reçu 5 années supplémentaires de liberté conditionnelle après avoir conclu un accord de plaidoyer pour une accusation de crime de second degré au lieu de 4e degré. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là pour Quinn. Dans un retournement de situation surprenant, alors qu'il était escorté hors du tribunal, il a été attaqué par nul autre que l'oncle du bébé, Parker. L'agresseur, Jeremiah Hartley, lui a asséné un coup de poing au visage. Des proches, blessés et bouleversés, peuvent, de manière compréhensible, vouloir rendre justice eux-mêmes, mais de tels actes ne font que perpétuer la douleur et peuvent avoir de graves conséquences légales, comme l'accusation d'agression à laquelle Hartley doit désormais faire face. À présent, dirigeons-nous vers l'État du Kentucky pour assister à l'audience de Paul Wade, un homme de 31 ans, condamné à la peine capitale pour les meurtres d'Ed Lamont Smith, 26 ans, et d'Alexis McCessy, également âgé de 26 ans. Les détails sur son arrestation sont limités, mais les documents judiciaires indiquent que Paul est en détention pour des accusations liées aux homicides. Pendant que l'avocat de Paul s'entretient avec le juge, les murmures des familles des victimes se font entendre à l'arrière de la salle d'audience, observant attentivement les procédures. L'huissier du tribunal leur ordonne rapidement de se taire. C'est un peu différent cette fois. Monsieur Edgar reste silencieux dans la salle. Le juge va jusqu'à menacer d'expulser les familles, mais celles-ci supplient, affirmant qu'elles sont les parents des victimes. « Madame, vous allez devoir quitter la salle d'audience. Ne parlez pas au tribunal. » Malgré cela, les chuchotements persistent. Le tribunal ne se déroule pas comme prévu jusqu'à ce que Paul quitte la salle. En sortant, il prononce un mot qui semble insupportable pour la famille dans la galerie, déclenchant alors un véritable chaos. Les membres des familles bondissent par-dessus les chaises et se ruent sur Paul dans le couloir. L'un d'eux saute même sur le bureau du juge et pousse Paul, lui faisant heurter violemment la porte. Bien qu'un membre de la famille ait tenté de calmer la situation, la confusion persiste. Les agents du tribunal sont contraints d'utiliser du gaz poivré sur 2 personnes dans le couloir, de verrouiller les portes de la salle d'audience et d'évacuer les lieux. Le juge, comprenant la douleur de la famille, tente de maintenir l'ordre. « À l'aide! Reculez! Il a tort! À l'aide! À l'aide !» Paul Wade a été placé en détention tandis que 4 membres de la famille, Joshua Smith, Isaiah Smith, Joshua Wone et Kane, ont été arrêtés et ont fait face à des accusations de délits mineurs, tels que troubles à l'ordre public et interférence avec les opérations gouvernementales. Maintenant, dirigeons-nous vers Orangeburg, en Caroline du Sud,
pour une audience de condamnation de Lindy Lamont Jones. Âgé de 22 ans, il a plaidé coupable d'homicide et de possession d'une arme lors d'un crime violent. 3 ans plus tôt, Jones a ouvert le feu et ôté la vie de Willie Fields Jr., un jeune homme de 18 ans et ami de son petit frère, Jayan. Willie venait d'arriver chez les Jones lorsque Lindy Jones lui a tiré dessus à 4 reprises alors qu'il était encore dans sa voiture. Peu après, Jones et son jeune frère ont abandonné le corps dans une zone boisée à proximité. Lorsque Willie n'est pas rentré chez lui cette nuit-là, sa mère a utilisé une application de géolocalisation pour retrouver son téléphone. Le signal indiquait d'abord la résidence des Jones, puis la rue où la voiture de Willie a été retrouvée. Le lendemain matin, la police a découvert le corps de Willie dans une zone boisée à seulement 200 mètres de la maison des Jones. Lindy Jones a été arrêtée et inculpée de meurtre. Son jeune frère, Jayan, qui était encore mineur au moment de la fusillade, a été accusé de complicité. Après l'incident, Lindy Jones a d'abord affirmé avoir tiré sur Willie parce qu'il tentait d'entrer par effraction sur la propriété. Plus tard, il a déclaré que c'était parce que Willie essayait de prendre quelque chose. Cependant, il a fini par assumer la responsabilité et a plaidé coupable à toutes les accusations. Lindy comparaît devant le juge Roger pour la sentence. Avant cela, Angela Field, la mère de Willie, se prépare à faire une déclaration d'impact devant le tribunal. À ses côtés se tient Will Field, son mari et père de la victime. Votre honneur, je veux simplement que vous sachiez l'impact. Avec Jones debout à quelques mètres de lui, cela semble devenir insupportable pour Will. Il avance résolument au-delà du policier en direction de l'accusé. Le père de la victime parvient à asséner quelques coups avant que les agents n'interviennent pour l'arrêter et l'éloigner. Jones se jette sur Will, mais il est rapidement intercepté par les policiers. Will et Jones sont escortés hors de la salle d'audience et finalement, le calme est rétabli. Quant à Lindy Jones, il a été condamné à 35 ans de prison d'État. Son frère, Jayan, jugé pour sa participation après les faits, a été condamné à 6 ans dans un centre correctionnel pour jeunes. Jason Howard est soupçonné d'être lié au meurtre de sa compagne, Jamila West, et de leurs 3 enfants, Jamila, Travian et Jaya. Cependant, sa présence au tribunal ne concerne pas la mort de Jamila West. Il est le principal suspect dans l'affaire de Philip Daly et fait face à des accusations de meurtre. Par un après-midi de novembre, le 16 novembre 2006, Jason Howard attendait d'être officiellement inculpé d'homicide aggravé lors de son audience préliminaire. J'étais le protecteur et le pourvoyeur de ma famille, mais je n'étais pas là pour les protéger et mourir avec eux, et j'aurais aimé être là. Pour être honnête avec vous, je préférerais être mort en ce moment. De manière inattendue, un individu identifié comme Louis West, le frère de Jamila West, surgit dans la salle d'audience et se précipite sur Jason Howard, qui se trouve impuissant, les mains et la taille enchaînées. Bien qu'il n'existe apparemment aucune preuve concrète liant directement M. Howard à la mort de Jamila West, la famille de cette dernière est fermement convaincue de sa culpabilité. C'est pourquoi les parents de Louis expriment leur fureur de la seule manière qu'ils connaissent, par la violence physique. Un agent du tribunal tente d'arrêter Louis West. Cependant, le contenir ne règle que la moitié du chaos, car son cousin saute par-dessus la barrière et attaque Jason Howard. Le chaos éclate, chacun soit tentant de maîtriser la situation, soit criant. Heureusement, des renforts sont présents, et on entend le sergent dans la salle d'audience ordonner à tout le monde de s'asseoir. Louis West et ses cousins sont arrêtés et accusés d'agression et d'outrage au tribunal. Jason est condamné à la prison à perpétuité, bien qu'il continue d'insister sur son innocence dans le meurtre de Jamila. Au tribunal, Diamond Alvarez, la mère d'Anna Machado, assiste au procès de Frank de Leon Jr., un jeune homme de 19 ans. Il est accusé d'avoir tiré 22 balles mortelles sur Anna, âgée de seulement 16 ans, le 11 janvier 2023. Le drame s'est produit
alors qu'Anna promenait son chien et a été prise pour cible par Frank. L'enquête de la police a révélé que les deux entretenaient une relation qui était sur le point de se terminer. Frank a rapidement été arrêté par les autorités. À la surprise générale, au cours de son procès, Frank n'a montré aucun signe de remords pour ses actes, adoptant une attitude choquante lors de son témoignage. La mère de Diamond a exprimé sa douleur face à l'homme responsable de la mort de sa fille. Mais Frank n'a répondu que par un sourire méprisant, ce qui a encore plus exaspéré Diamond. Elle a tenté de l'affronter, mais la situation a été maîtrisée avant qu'elle ne puisse l'atteindre. À cet instant, l'oncle de Diamond est intervenu et a attaqué Frank, déclenchant une bagarre dans la galerie. La mère de Frank, voulant défendre son fils, s'est jetée dans la mêlée et a attaqué Diamond. Il a fallu l'intervention de la police pour séparer les deux familles après cet affrontement explosif. Regardez ce que cette femme a fait au tribunal. Le juge a été bouleversé par elle, la considérant comme extrêmement dangereuse. Dans l'histoire de la justice, il y a eu des moments où des femmes condamnées ont dépassé toutes les prévisions. Elles sont entrées dans les tribunaux sans aucune crainte, mais leurs actions ont provoqué des réactions chez les juges qui ont tremblé, non pas de peur, mais d'indignation. Je partage l'opinion de la famille et j'espère que vous aussi souhaitez qu'elle purge sa peine en prison, car ce qui va suivre sera frappant. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, car cette vidéo n'est qu'une parmi tant d'autres à venir. Glenna Durham. La motivation derrière ces actes pourrait avoir été encore plus tragique que le crime lui-même. Après que Glenna et son mari, Martin, ont affronté de graves problèmes financiers dus à l'addiction de Glenna aux jeux de hasard et aux complications de santé de Martin après un accident qui les a forcés à vendre leur maison, un voisin inquiet a décidé de vérifier comment ils allaient. Il les a trouvés gisants au sol, criblés de balles. Si Martin a perdu la vie, Glenna, contre toute attente, a survécu malgré des balles dans la tête, mais elle ne se souvenait de rien. La découverte de l'arme du crime, accompagnée de billets de suicide écrits par Glenna, en a fait la principale suspecte dans une affaire qui semblait initialement être un homicide-suicide. Cependant, 1 an plus tard, un élément surprenant est apparu. L'affaire a pris un tournant inattendu lorsqu'une vidéo du perroquet de Martin, Bud, a émergé, répétant les dernières paroles qu'il avait prononcées. Glenna est alors devenue le principal suspect dans une tentative de double meurtre ayant échoué. Finalement, elle a été arrêtée et accusée de meurtre. Au tribunal, son visage exprimait la confusion et la frustration, peut-être en raison de la gravité de son crime ou du fait de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout de ses intentions. Glenna a été condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que beaucoup aient réclamé la peine de mort, les tribunaux ne répondent généralement pas aux désirs des criminels. Ainsi, Glenna a traversé une série de tragédies et de difficultés financières qui l'ont poussée à commettre un crime dévastateur. Mary Beth. Elle a trouvé dans la maternité une connexion profonde qui l'a menée sur un chemin choquant d'introspection. Pour elle, la plus grande joie d'être mère était le lien indestructible qui se forme entre une mère et son enfant dès la conception et qui se renforce à chaque étape de la vie. Ce lien est si intense qu'il dépasse les mots. La maternité offre d'innombrables opportunités de croissance personnelle et d'autodécouverte. Cependant, l'histoire de Mary Beth est à la fois époustouflante et troublante. Elle est devenue tristement célèbre pour avoir tué ses propres enfants. Mary Beth est née le 11 septembre 1942 à Duansburg, New York. Elle a mené une vie modeste, travaillant comme serveuse et conductrice de bus scolaires, avant d'être embauchée comme aide-soignante à l'hôpital Ellis, à Schenectady. En 1965, elle a épousé Joe Tinning, et entre 1967 et 1985, elle est devenue mère de 9 enfants. Mais une ombre tragique a plané sur sa famille. Tous ses enfants sont morts dans des circonstances suspectes. Le premier, Jennifer, est décédé en 1972, âgé de quelques jours seulement.
Bien que l'on ait supposé que sa mort était due à une méningite et des abcès cérébraux, les 8 autres enfants ont subi des destins tout aussi sombres. Les années suivantes, Joseph, Barbara, Timothy, Nathan, Mary Frances, Jonathan, Michael et Tammy Lynn sont tous décédés à des âges variés, chacun sans aucune explication médicale convaincante. Avec le temps, les autorités ont commencé à suspecter quelque chose de bien plus sinistre. En 1987, une enquête a été enfin ouverte. Au début, Mary Beth affirmait que ses enfants étaient morts, de cause naturelle ou d'accident. Mais sous une pression intense, elle a fini par avouer qu'elle avait étouffé au moins 4 d'entre eux. La même année, Mary Beth a été reconnue coupable de meurtre au second degré pour la mort de son 9e enfant. L'histoire de Mary Beth est le portrait le plus sombre de la maternité, où l'amour s'est transformé en une tragédie inimaginable, révélant la complexité et l'obscurité qui peuvent exister dans les relations familiales. Tammy Lynn. À seulement 4 mois, elle est devenue la victime d'une tragédie inimaginable. Mary Beth, sa mère, a été condamnée à 20 ans de réclusion à perpétuité après avoir avoué avoir étouffé l'innocent enfant. Cependant, la véritable raison derrière cet acte cruel reste un mystère, sans explication qui pourrait justifier une telle brutalité. Des rumeurs circulent selon lesquelles Mary Beth pourrait souffrir du syndrome de Munchausen par procuration, un trouble mental dévastateur qui pousse certains individus à chercher de l'attention en blessant ceux qui dépendent d'eux, souvent en provoquant des maladies ou des blessures. Cependant, ce ne sont que des spéculations et la vérité sur ses motivations reste inconnue. Actuellement, Mary Beth purge sa peine à la Bedford Hills Correctional Facility pour femmes, où ses demandes de libération conditionnelle ont été systématiquement rejetées. Son affaire n'a pas seulement captivé l'attention du public, mais a aussi suscité une onde de choc et d'incompréhension en raison de la nature tragique de ses crimes et de motivations qui semblent défier toute logique. Alors que Mary Beth a exploré les ténèbres de la maternité, une autre histoire de désespoir et de fureur a émergé à travers Mitchell Blair, qui a également commis des actes horribles qui ont choqué le monde entier. On dit souvent que l'enfer ne connaît pas de fureur comparable à celle d'une femme méprisée, et les actions de meurtrières comme elles résonnent dans un écho d'horreur qui nous pousse à questionner les profondeurs de la nature humaine. Mitchell Blair. Elle a été confrontée à la juge de manière directe et implacable. Lors de l'énoncé de sa sentence, celle-ci a déclaré « Votre responsabilité première était de protéger vos enfants et vous avez échoué misérablement. Vous êtes condamné à passer le reste de votre vie au sein du département des corrections du Michigan sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Cela signifie que vous ne sortirez plus jamais. » La communauté en état de choc a exprimé son incrédulité et son horreur face aux atrocités commises par cette mère. La juge a poursuivi, soulignant la tragédie d'une vie qui aurait pu être différente. Vous aviez l'opportunité de voir votre enfant grandir, de devenir un adulte et de faire ses propres choix. Vous étiez responsable de ces enfants et cette responsabilité est éternelle. Dans un moment chargé d'émotions, elle a rappelé les paroles de son fils. « Il m'a dit qu'il ne voulait pas que je parte. Après tout ce qui s'est passé, je me demande, « Fils, croyais-tu vraiment que je me rendrais à cause de cela ? Absolument pas. Et tu ne ressens aucun remords. Je tuerai à nouveau. » Ces mots résonnent comme un cri de désespoir et de corruption, illustrant les profondeurs de la dépravation humaine. Ashley MacArthur. Tout a commencé lorsqu'un enquêteur privé, Taylor Wright, a été porté disparu après avoir envoyé d'étranges messages à sa compagne, Cassandra Waller, qui ne semblait pas réellement être de lui. La dernière personne à avoir vu Taylor est devenue la principale suspecte, projetant une ombre de mystère et d'horreur sur l'affaire. Lorsque les enquêteurs ont commencé à lever le voile sur Ashley, une découverte choquante a été faite. Un chèque de 34 000 $ déposé sur son compte, émis au nom de Taylor Wright. L'enquête s'est rapidement intensifiée, menant les policiers à la ferme de la famille d'Ashley, où le corps de Taylor a été retrouvé enterré,
révélant une tragédie inimaginable. À mesure que le procès avançait, des preuves troublantes ont émergé. L'achat de terre et de ciment par Ashley, des allégations selon lesquelles Taylor essayait de récupérer son argent. L'atmosphère au tribunal était tendue et polarisée, d'autant plus qu'il n'y avait pas de preuves physiques, comme une arme, pour relier directement Ashley au crime. De plus, le fait que Taylor était sous l'influence de plusieurs drogues compliquait encore plus la situation. Cependant, les proches de Taylor ont poussé un soupir de soulagement lorsque le juge a déclaré Ashley coupable et lui a imposé une peine de 20 ans de prison à perpétuité. Je vous déclare coupable et vous condamne à la réclusion à perpétuité avec un minimum obligatoire de 25 ans de prison d'État. Le verdict résonnait avec toute la gravité du crime commis. Isaac, alors qu'Ashley McArthur était reconnu coupable, une autre histoire de violence choquante émergeait. Dans un acte de désespoir et de folie, Isaac a taché ses mains du sang de 3 personnes, pour une raison insignifiante, des extensions capillaires. Après avoir acheté des mèches de cheveux auprès de Eddie, Tati et Edwina Thomas, Isaac a décidé de rendre son achat, mais sa réclamation a rapidement dégénéré en un acte de brutalité. Dans un accès de rage, elle a ouvert le feu sur Tati et Edwina, qui étaient enceintes, entraînant la mort de son bébé à naître. Isaac a presque échappé aux accusations lorsque celles-ci ont été abandonnées, mais la justice a finalement prévalu, et les charges ont été rétablies par un grand jury. Au tribunal, la réalité de ces actes l'a frappée avec une force dévastatrice, et elle s'est effondrée sous la table, incapable de supporter l'ampleur de son crime. Si certains pensaient qu'il s'agissait d'une mise en scène, le juge et le jury ont poursuivi l'audience comme si de rien n'était. Finalement, Isaac a été condamné à 30 ans de prison, troquant le confort du tribunal contre le sol froid et dur d'une cellule. Nous déclarons l'accusé coupable d'homicide au second degré, tel qu'inclus dans l'acte d'accusation numéro 1. Ainsi, le destin d'Isaac a été scellé. Le terrible bain de sang qu'elle a causé résonne avec l'infamie d'autres criminels notoires, comme une tueuse en série américaine, qui, entre 1989 et 1990, a ôté la vie à 7 hommes et est devenue une figure tristement célèbre dans les médias. Née le 9 février 1956 à Rochester, Michigan, elle a été exécutée par injection létale en Floride en 2002, laissant derrière elle un héritage macabre qui hante encore la société. Aileen Wuornos, figure tragique et complexe, elle est devenue infâme pour ses crimes horribles qui impliquaient souvent des victimes dans des endroits isolés dont elle volait les biens. Ces actes criminels se sont propagés à travers plusieurs États américains, notamment la Floride, le Michigan et l'Ohio. La notoriété de Wuornos a explosé en 1991 lorsqu'elle a été capturée après une chasse à l'homme intense, attirant l'attention nationale. Son procès est devenu un véritable spectacle médiatique, suscitant une vague d'opinions polarisées allant de l'empathie à l'indignation. Tandis que Wuornos affirmait que ses actes étaient motivés par la légitime défense contre des hommes abusifs, les procureurs soutenaient que ses intentions étaient purement criminelles. En 1992, le tribunal l'a déclarée coupable de 6 meurtres au premier degré, entraînant une condamnation à mort. Par la suite, elle a avoué un 7e homicide, recevant ainsi une seconde peine capitale. Ce qui a choqué de nombreuses personnes fut son refus de choisir un dernier repas qui pouvait coûter jusqu'à 20 $. À la place, elle a seulement demandé une simple tasse de café. Dans ses dernières paroles, elle a exprimé un mélange d'espoir et de délire. Oui, je veux juste dire que je navigue avec The Rock et que je reviendrai comme le jour de l'indépendance avec Jésus, le 6 juin, comme dans le film Grande Mère Vaisseau. Et je vais revenir. Je vais revenir. Après son exécution, ses restes ont été incinérés et ses cendres dispersées sous un arbre dans sa ville natale, dans le Michigan, par son ami d'enfance, Don Botkin.
Warno est devenue la 2e femme exécutée en Floride et la 10e aux États-Unis après la réintroduction de la peine de mort par la Cour suprême des États-Unis en 1976. Dans un cri de détresse, elle a déclaré « J'ai perdu ma putain de vie à cause de ça. Je n'ai même pas eu droit à un procès équitable, ni à une enquête correcte, rien. On ne m'a pas respecté mes droits. » L'histoire de Aileen Wuornos est un récit sombre, révélant non seulement les crimes brutaux qu'elle a commis, mais aussi le cycle de douleur et de lutte qui l'entourait. Imaginez bloquer un pont avec des voitures de luxe juste pour enregistrer une vidéo et sans le savoir, provoquer la colère de l'un des cartels les plus meurtriers du Mexique. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Le 7 juillet 2022, un influenceur de TikTok a osé bloquer un pont au Mexique avec des voitures de luxe juste pour filmer une vidéo. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était d'attirer la fureur de l'un des cartels les plus dangereux du pays. Les conséquences de son acte ont été catastrophiques et ont changé sa vie à jamais. Découvrez comment l'arrogance de Rodolfo Marquez, connu sous le nom de Fofo, a transformé une simple démonstration de pouvoir en une spirale de peur et de terreur face à la vengeance impitoyable du cartel Jalisco Nueva Generación. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Rodolfo Marquez, alias Fofo, a construit sa présence sur les réseaux sociaux en affichant sa vie de luxe, posant avec des voitures hors de prix, fréquentant les boîtes de nuit avec ses amis et vivant le rêve de nombreux jeunes. Ce style de vie lui a permis d'attirer plus de 3 millions d'abonnés, faisant de lui un influenceur célèbre. Mais sa popularité sur Instagram ne lui suffisait pas. Alors, il a décidé de s'étendre sur TikTok, où il a également gagné une grande base de fans. Cependant, les polémiques ont commencé à éclater. Beaucoup de personnes le surveillaient, cherchant à le faire tomber, mais Fofo ne s'en souciait pas. Il avait un énorme ego et se croyait invincible jusqu'à ce qu'il croise la route de l'un des cartels les plus dangereux du Mexique, le cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Le CJNG, une organisation impitoyable. Le CJNG est réputé pour sa violence extrême et ses méthodes sans pitié. Quand on comprend l'ampleur de leurs opérations, il devient évident que même un simple TikToker peut se retrouver en grave danger en les provoquant. Plusieurs influenceurs ont déjà eu des problèmes avec ce groupe criminel redouté. En juin 2009, le CJNG a affirmé son pouvoir à travers un message glaçant. « Nous sommes le nouveau groupe Matazetas et nous sommes contre les enlèvements et l'extorsion. Nous les combattrons dans tous les États pour un Mexique plus propre. » Après avoir exécuté 3 Mexicains et abandonné leur corps dans un camion, les autorités ont sous-estimé le CJNG, le considérant comme une petite faction criminelle. Mais très vite, le cartel a démontré sa force, en exécutant 35 membres de cartels rivaux et en abandonnant leur corps le long d'une autoroute mexicaine. Le chef du CJNG est Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considéré comme le diable en chair et en os. Qui est El Mencho? Né le 17 juillet 1966, El Mencho venait d'une famille d'agriculteurs, mais il a très vite choisi un chemin de violence et de trafic de drogue. Sa carrière criminelle a commencé à 14 ans, lorsqu'il effectuait des missions pour des cartels plus grands. Aux États-Unis, il a poursuivi ses activités illégales, mais après une condamnation pour gangstérisme au Texas, il a été expulsé vers le Mexique. De retour au pays, il a rejoint le cartel Millennial comme assassin. Après la dissolution de ce cartel, il s'est allié à une faction du cartel de Sinaloa sous les ordres de Nacho Coronel, où il gérait les opérations de drogue, de finance et de violence dans les États de Colima et Jalisco. Avec le temps, il a pris le contrôle de la moitié du groupe, qu'il a ensuite renommé Cartel Jalisco Nueva Generación. Sous le commandement d'El Mencho, le CJNG est devenu l'une des organisations criminelles les plus violentes du monde, avec des armes militaires sophistiquées et une force comparable aux unités d'élite. L'erreur fatale de Fofo. Comme de nombreux TikTokers,
Fofo postait des vidéos quotidiennes pour divertir son public. Le 7 juillet 2022, il a voulu faire un coup d'éclat. Il a pris 3 voitures de luxe et les a garées au milieu du pont Matute-Remu à Guadalajara, au Mexique. Puis il est descendu de sa voiture et a commencé à filmer le trafic bloqué derrière lui. On a fermé le pont juste parce qu'on le voulait. Voilà ce que l'argent et le pouvoir permettent de faire. Pendant que les autres voitures klaxonnaient, Fofo continuait à se vanter et même à envisager de faire une danse TikTok sans se douter du danger qui approchait. Le début de l'enfer, Fofo a posté sa vidéo sur TikTok et elle est rapidement devenue virale. Mais les réactions ont été terribles. De nombreuses personnes l'ont traité d'imbécile, irresponsable. Un utilisateur de Twitter l'a même insulté « Cet idiot n'a même pas de cerveau ». Le maire de Guadalajara a menacé de le poursuivre et TikTok a supprimé son compte en moins de 48 heures. Ne sachant plus quoi faire, Fofo a publié une vidéo d'excuses. Il a supplié le pardon du public et le maire a accepté, mais à une condition, Fofo devait faire des heures de service communautaire, nettoyant le pont qu'il avait bloqué. Il n'avait pas le choix et a accepté, mais le CJNG n'avait pas dit son dernier mot. Alors que la polémique semblait s'apaiser, le cartel Jalisco Nueva Generación a réactivé le scandale avec un message terrifiant. Publié sur les réseaux sociaux, le message provenait d'un compte anonyme « Nous sommes le CJNG. Nous avons vu ce que Fofo Marquez a fait sur le pont Matute-Remu. Nous ne tolérerons pas cela. Si tu oses remettre les pieds à Guadalajara, ni toi ni ton argent ne pourront te sauver de nous. » Fofo savait que le CJNG ne faisait pas de menaces en l'air. Pris de panique, il a fui chez ses parents, caché dans une mansion ultra sécurisée, protégée par des gardes armés 24h24. Mais même cela ne suffisait pas. Le CJNG avait déjà vaincu l'armée mexicaine et détruit des groupes rivaux entiers. Aucun niveau de protection ne pourrait le sauver. Terrifié, Fofo ne sortait plus, évitait les fenêtres et dormait avec un talkie-walkie. Après quelques mois, il a tenté de reprendre une vie normale. Mais la peur du CJNG ne l'a jamais quitté. Illumina Six. Avant que son compte TikTok ne devienne privé, il interagissait avec ses abonnés en acceptant les défis proposés par ces derniers. Lors de l'une de ces occasions, un utilisateur l'a défié d'insulter El Mencho. Et il a accepté. Dans la vidéo, le TikToker portait un t-shirt noir large, un jean noir déchiré et portait un sac à dos. Appuyé contre un poteau de lumière, il déclara « Écoute bien, espèce de fils de... El Mencho peut sucer mon... » Puis, il ajouta « Je ne dors pas comme un pirate ou El Chanito de Goyacan », faisant référence à 2 autres adolescents des réseaux sociaux qui ont été assassinés par El Mencho. Il termina la vidéo en disant « Intouchable, j'ai fait un pacte avec le diable. Je suis là pour te donner un show d'homme de feu. Je n'ai pas peur de dire ça. Je vais le dire juste ici en regardant la caméra. El Mencho peut sucer mon... » Il faut admirer le courage de ce jeune, non? Quand la vidéo est devenue virale sur Reddit et Twitter, beaucoup de gens ont estimé qu'il devait être membre d'un cartel pour avoir autant de confiance dans ses paroles tout en montrant son visage dans la vidéo. Plusieurs utilisateurs ont commenté des choses comme « il va disparaître » et ont même dit « c'est un tutoriel sur comment disparaître ». Mais, pour une raison quelconque, aucune réponse n'est venue d'El Mencho ou du CJNG. Certaines rumeurs suggéraient que l'adolescent ne vivait pas au Mexique, ce qui compliquerait la tâche du CJNG pour l'atteindre. Il a été rapporté qu'il vivait à Richmond, Californie, ce qui rendrait une attaque encore plus difficile, même s'il le voulait. De plus, cela constituerait une attaque sur ce territoire étranger, rendant les choses encore plus complexes pour l'organisation. C'est pourquoi le CJNG n'a pas répondu. Mais alors, un rebondissement a eu lieu. Quelques jours plus tard, cet adolescent a posté une autre vidéo, cette fois pour s'excuser auprès d'El Mencho.
Il a déclaré « Je regrette ce que j'ai dit. Ce n'était pas bien, je n'étais pas conscient de ce que je disais. J'avais tort. Ce jour-là, je me suis levé stupide. Je n'ai pas pensé aux conséquences. J'ai fait ça pour des abonnés. Je demande pardon pour tout, Mensho. Ne me tue pas. J'ai de la famille, tout comme toi. Je suis désolé. Nous faisons tous des erreurs. J'ai des problèmes psychologiques, monsieur. Souvenez-vous juste que nous vous aimons. » Internet a explosé. La vidéo d'excuses était du même jeune qui avait défié El Mencho quelques jours plus tôt. Les gens ont commencé à se demander si El Mencho avait fait une menace personnelle au jeune sans que personne ne le sache, ou s'il avait simplement réalisé avec qui il avait affaire. Et bien que nous n'ayons jamais su ce qui s'est passé en coulisses, cet utilisateur de TikTok a tout simplement disparu et son compte a été rendu privé. Les gens ont commencé à se demander si El Mencho avait fait une menace personnelle aux jeunes sans que personne ne le sache, ou s'il avait simplement réalisé avec qui il avait affaire. Et bien que nous n'ayons jamais su ce qui s'est passé en coulisses, cet utilisateur de TikTok a tout simplement disparu et son compte a été rendu privé. Il y a eu une vidéo de lui postée sur un autre compte TikTok quelques semaines plus tard, mais au-delà de cela, personne ne peut dire avec certitude ce qui s'est passé. Dans la vidéo, le TikToker portait un t-shirt noir large, un jean noir déchiré et portait un sac à dos. Appuyé contre un poteau de lumière, il déclara « Écoute bien, espèce de fils de... El Mencho peut sucer mon... » Puis, il ajouta « Je ne dors pas comme un pirate ou El Chanito de Goyacan », faisant référence à deux autres adolescents des réseaux sociaux qui ont été assassinés par El Mencho. Il termina la vidéo en disant « Intouchable, j'ai fait un pacte avec le diable. Je suis là pour te donner un show d'homme de feu. Je n'ai pas peur de dire ça. Je vais le dire juste ici, en regardant la caméra. El Mencho peut sucer mon... » Il faut admirer le courage de ce jeune, non? Quand la vidéo est devenue virale sur Reddit et Twitter, beaucoup de gens ont estimé qu'il devait être membre d'un cartel pour avoir autant de confiance dans ses paroles tout en montrant son visage dans la vidéo. Plusieurs utilisateurs ont commenté des choses comme « il va disparaître » et ont même dit « c'est un tutoriel sur comment disparaître ». Mais, pour une raison quelconque, aucune réponse n'est venue d'El Mencho ou du CJNG. Certaines rumeurs suggéraient que l'adolescent ne vivait pas au Mexique, ce qui compliquerait la tâche du CJNG pour l'atteindre. Il a été rapporté qu'il vivait à Richmond, Californie, ce qui rendrait une attaque encore plus difficile, même s'il le voulait. De plus, cela constituerait une attaque sur territoire étranger, rendant les choses encore plus complexes pour l'organisation. C'est pourquoi le CJNG n'a pas répondu. Mais alors, un rebondissement a eu lieu. Quelques jours plus tard, cet adolescent a posté une autre vidéo, cette fois pour s'excuser auprès d'El Mencho. Il a déclaré « Je regrette ce que j'ai dit. Ce n'était pas bien. Je n'étais pas conscient de ce que je disais. J'avais tort. Ce jour-là, je me suis levé stupide. Je n'ai pas pensé aux conséquences. J'ai fait ça pour des abonnés. Je demande pardon pour tout, Mencho. Ne me tue pas. J'ai de la famille, tout comme toi. Je suis désolé. Nous faisons tous des erreurs. J'ai des problèmes psychologiques, monsieur. Souvenez-vous juste que nous vous aimons. » Internet a explosé. La vidéo d'excuses était du même jeune qui avait défié El Mencho quelques jours plus tôt. Les gens ont commencé à se demander si El Mencho avait fait une menace personnelle aux jeunes sans que personne ne le sache, ou s'il avait simplement réalisé avec qui il avait affaire. Et bien que nous n'ayons jamais su ce qui s'est passé en coulisses, cet utilisateur de TikTok a tout simplement disparu et son compte a été rendu privé. Il y a eu une vidéo de lui postée sur un autre compte TikTok quelques semaines plus tard, mais au-delà de cela, personne ne peut dire avec certitude ce qui s'est passé.